Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Aujourd'hui nous allons voir la partie 1 du résumé de l'anime Ametsu no Ukoku. L'histoire commence dans un monde où Dieu a créé les humains puis il a créé les sorcières. Les sorcières ont reçu des pouvoirs et ont été créées dans le but exprès d'aider l'humanité autant que possible, et les sorcières ont accepté de le faire dans un esprit d'amitié avec les humains. Mais des années après, les humains se lancent dans une guerre contre elles et les condamnent à mort une fois qu'elles sont capturées. À l'époque moderne, nous voyons un garçon nommé Adonis et une sorcière nommée Chloé voyageant ensemble. Adonis est épuisé par toute la chaleur du désert et demande à Chloé pourquoi elle ne peut pas simplement utiliser un peu de magie pour le rafraîchir. Bien qu'elle pourrait probablement le faire, ce n'est pas le but de sa magie et elle est occupée à essayer de trouver où il se trouve sur la carte. Cependant, Adonis a déjà une longueur d'avance sur elle et utilise son smartphone pour trouver le remplacement. Chloé lui crie dessus parce que le gouvernement pourrait utiliser cet appareil pour le tracer. Mais il dit que ce n'est pas possible puisqu'il l'a fabriqué lui-même et qu'il utilise la magie d'invocation libre pour remplacer les ondes radio par des photons multidimensionnels. Chloé ne comprend rien à ce qu'il dit tout comme moi et je suis sûr que vous êtes dans la même situation. Avec ce genre de technologie, même l'armée ne pourrait pas tracer le téléphone. Il se moque alors de Chloé qui utilise des cartes en papier à l'ère moderne. Chloé n'apprécie pas beaucoup qu'Adonis la traite de stupide, alors elle lui donne une bonne tape sur la tête. Ensuite, elle dit à Adonis de se lever pour qu'ils puissent continuer leur voyage, mais bien qu'il ne soit pas contrarié par la tape, il se demande pourquoi ils doivent constamment fuir. Chloé garde un sourire joyeux sur son visage et dit que la raison est parce qu'elle est une sorcière et que le monde n'a pas beaucoup changé dans ses opinions depuis le XVe siècle, donc les sorcières sont encore détestées par la plupart des gens et elles sont forcées de se fondre parmi les gens dans les villes, et de prendre la fuite quand elles sont découvertes. Elle dit que certains endroits tolèrent au moins les sorcières, et c'est là qu'ils se rendent. S'ils y arrivent, ils pourront peut-être retrouver la vie heureuse qu'ils avaient auparavant, et Adonis pourra aller à l'école. Cependant, il dit qu'il préférerait étudier sous Chloé, ce qui lui fait croire qu'il a un faible pour les femmes plus âgées. Adonis est étonné que Chloé puisse encore sourire ainsi malgré tout ce que le royaume de Rydia leur a fait subir. Il serait logique qu'elle déteste le royaume de toute son âme et consacre tout son temps à le détruire. Pourtant elle choisit de se cacher. Il ne comprend pas pourquoi elle fait ça, et souhaite pouvoir tuer tous les humains qui les ont fait souffrir. Soudain, il remarque un escadron militaire qui les poursuit, alors il sort son stylo et prévoit de s'en occuper lui-même, mais Chloé dit qu'il est trop inexpérimenté pour ça, donc elle s'en chargera. Le roi reçoit la nouvelle que l'escadron envoyé pour capturer Chloé a échoué, et il passe ses nerfs sur le messager. Il traite l'homme d'incompétent. Et pendant que l'homme essaie d'expliquer que capturer une sorcière de glace avec un seul escadron est un défi, les hommes du roi commencent à le battre. Chloé a réussi à échapper au roi jusqu'à présent, mais il ne prévoit pas la laisser fuir plus longtemps. Chloé range son bâton magique et dit à Adonis de la suivre pour qu'il puisse partir, mais Adonis est contrarié par quelque chose. Alors il demande à Chloé pourquoi elle ne le laisse pas se battre à ses côtés. Elle prétend que c'est parce qu'il est inexpérimenté. Mais alors il fait tomber une énorme épée du ciel pour prouver qu'il a toute l'expérience nécessaire pour pouvoir combattre. Il connaît la vraie raison, Chloé ne veut pas qu'il tue des humains puisqu'il est aussi humain. Mais il est fatigué de ne pas pouvoir la protéger, elle qu'il aime. Chloé l'étreint et lui dit qu'elle comprend, mais leur moment d'intimité est interrompu quand l'une des machines des soldats morts capte leur localisation et une lumière verte les entoure tandis qu'ils commencent à flotter. Chloé réalise que cela doit être de la téléportation à grande échelle. Dans la colonne de lumière, Chloé et Adonis se tiennent la main pour ne pas être séparés. De retour dans la capitale, le roi fait un discours au peuple de son royaume en disant « Les sorcières nous protégeaient jadis avec leur pouvoir, mais nous avons fini par avoir peur de leur pouvoir alors nous avons créé notre propre pouvoir à travers le progrès technologique, et nous sommes arrivés à l'ère de l'expansion des engins. Ils ont des dirigeables, des bâtiments si solides qu'aucune tempête ne pourrait les détruire, et plus important encore. Ils ont des smartphones qui est un condensé de connaissances. Ils n'ont plus besoin des sorcières ou de leur pouvoir pour leur survie puisqu'ils possèdent assez de pouvoir par eux-mêmes, et maintenant qu'ils ont ce pouvoir, ils visent la domination mondiale, le seul obstacle étant les sorcières qui peuvent rivaliser avec leur puissance militaire. Par conséquent, ils vont éradiquer toutes les sorcières. Et quand il termine son discours, Chloé et Adonis sont téléportés sur la scène. Adonis réalise ce qui se passe et fonce pour donner à Chloé le temps de s'échapper. Mais il est rapidement plaqué au sol. Voyant la seule personne qui lui est chère étendue au sol, Chloé a perdu patience. Elle veut l'enfer pour les humains et commence à lancer son sort. Elle s'était retenue auparavant parce qu'elle savait que si elle détruisait le monde humain, Adonis n'aurait nulle part où rentrer si quelque chose lui arrivait, mais maintenant plus rien n'a d'importance alors qu'elle est sur le point de lancer zéro absolu pour geler la ville. Cependant, au moment où le sort est lancé, il ne se passe rien et elle reste bouche bée. Les humains ont développé une sorte de machine pour annuler toute magie dans la zone, et sans magie, Chloé et Adonis sont complètement impuissants et à la merci du roi. Le roi se moque de Chloé qui a aidé l'humanité dans le passé mais elle est maintenant traquée et agenouillée devant lui, impuissante. Puis il arrache sa chemise devant toute la foule pour l'humilier et la gifle à terre. Pendant ce temps, la foule est occupée à prendre des photos.
Adonis ne supporte pas de regarder cela, alors il fonce une nouvelle fois sur le roi pour sauver Chloé, mais il est maîtrisé par les gardes. Le roi, agacé par les cris d'Adonis, ordonne à ses gardes de le tuer. Mais comme le garde pointe son arme sur la tête d'Adonis, Chloé ne supporte pas de le voir trouver la mort ici. Elle jette donc sa fierté de côté et supplie le roi d'épargner Adonis. Elle ment en disant qu'elle l'a kidnappé et élevé comme son esclave, alors elle implore le roi de le laisser partir. Peu lui importe ce qui lui arrive après. Le roi n'a aucune réaction à sa supplique et sort son pistolet de sa poche, le pointant sur la tête de Chloé. Adonis, impuissant à protéger Chloé, essaie désespérément d'activer un sort mais continue d'échouer. Tout en regardant le canon du pistolet, Chloé regarde Adonis une dernière fois et Adonis a des flashbacks du moment où Chloé l'a trouvé dans la rue et l'a recueilli pour l'élever. Pile au moment où Chloé s'apprête à dire son dernier « je t'aime », elle se fait tirer dessus avant de pouvoir finir. Après l'avoir tué, le roi s'éloigne et ordonne à ses hommes de cribler son corps de balles, laissant son corps comme une masse de chair pulvérisée. Adonis crie de douleur pendant que la foule acclame l'exécution de Chloé. En ce temps, Adonis se remémore tous les bons moments heureux qu'il a partagés avec elle. Après, un garde s'empare d'une hache et coupe sa tête. Le roi affiche fièrement la tête de Chloé et proclame la victoire sur les sorcières. Mais vous savez qu'Adonis n'oubliera jamais ce qui s'est passé aujourd'hui et l'ami qu'il a perdu. 10 ans plus tard, une grande partie de l'humanité est dans une situation désastreuse et souffre aux mains des gens qui ont tué la meilleure fille. Dans une cellule de détention, 2 femmes très mal nourries se battent pour un pain, prêtes à s'entretuer pour cela. Mais alors cette fille, qui arrive à garder un maquillage impeccable même en prison, offre son pain aux 2 autres pour arrêter la bagarre. Même si ça veut dire qu'elle n'aura pas de pain, elle a l'air très heureuse qu'elle ne se batte plus. Une des amies de Doroka, Anna, vient la voir et lui demande si elle ira bien puisqu'elle n'a rien mangé depuis un moment. Mais elle dit que tout va bien et qu'elle est pleine d'énergie. Anna dit à Doroka qu'elle est vraiment au grand cœur malgré l'état actuel du monde. Peu importe les progrès technologiques réalisés par le monde, une fois qu'ils n'avaient plus de sorcières à menacer avec leurs armes, ils ont commencé à se menacer les uns les autres et une guerre sans fin a été menée dans le monde humain. On avait fait croire aux gens que le monde irait mieux une fois que toutes les sorcières auraient disparu, mais ce n'est définitivement pas mieux, et les voilà dans le pétrin. Doroka remarque qu'Anna est bouleversée. Alors elle essaie de la réconforter avec un petit spectacle de marionnettes. Même si elles ont été traînées ici après avoir perdu face au royaume, ça finira par s'arranger d'une manière ou d'une autre. Le spectacle de marionnettes parvient à remonter quelque peu le moral d'Anna, mais cette lumière s'éteint rapidement quand un garde arrive en criant pour que le numéro 218 se présente. Jusqu'à présent, 4 personnes ont été appelées ainsi, mais aucune n'est jamais revenue après avoir été appelée. Le garde continue d'appeler le 218, et à son horreur, Anna réalise que c'est elle le numéro 218, celle qu'ils appellent. Au tout dernier moment, Doroka échange son numéro avec celui d'Anna pour épargner à son ami le sort inconnu qui l'attend. Elle est emmenée dans une pièce où un homme l'évalue et lui dit de se déshabiller. Elle est choquée mais l'homme lui dit de s'y habituer puisque c'est tout ce pourquoi elle est bonne désormais. Le directeur s'approche d'elle et lui dit que le royaume de Rydia est la superpuissance mondiale et que la seule utilité que Ria a pour elle est comme esclave sexuelle. Donc elle va devenir l'esclave sexuelle d'un seigneur du royaume et il n'y a rien qu'elle puisse y faire, sauf qu'il y a quelque chose qu'elle peut y faire. Elle mord le doigt du directeur pour qu'il la lâche puis s'enfuit en courant, volant aussi le téléphone du directeur afin de libérer tous les autres prisonniers. Cependant, le téléphone nécessite une authentification vocale pour exécuter des commandes. Doroka est donc forcée d'imiter la voix du directeur pour ouvrir toutes les cellules, puis ils courent tous comme si leur vie en dépendait. Doroka tombe sur une grande porte en courant et utilise le téléphone pour l'ouvrir. À l'intérieur, elle trouve une grande capsule, mais elle est appréhendée par des gardes peu après. Cependant, sa commande précédente pour ouvrir toutes les cellules ouvre aussi celle-ci, et Adonis est libéré, ne ressentant rien d'autre que de la rage. Il se réveille et hurle de colère. Après son réveil spectaculaire, Adonis sort de sa prison et brise le reste de ses entraves. Les gardes décident de ne pas informer leur chef de la situation et tentent plutôt de le ramener dans sa cellule en l'attaquant conjointement. Adonis est proactif et se jette sur le premier garde, prenant sa matraque et le mettant hors d'état de nuire en le lui enfonçant dans la gorge. Il élimine le suivant en lui balançant un couteau qu'il a pris sur le premier en pleine tête. Avant que le troisième homme ne tire, il utilise une technique de combat rapproché et retourne l'arme contre le garde. En voyant Doroka, il se rapproche en pointant l'arme sur elle. Cependant, il tire sur ses chaînes, les libérant avant de partir discrètement. Entre-temps, une annonce est faite, informant tous les gardes de l'établissement que toutes les portes des cellules et les cloisons des couloirs des blocs 1 à 6 ont été ouvertes et que les prisonniers tentent de s'échapper. L'annonceur ordonne aux gardes de prendre des mesures de contre-attaque promptes, rappelant qu'il ne s'agit pas d'un exercice. Pendant cette période, la nouvelle de la situation atteint le secrétariat de la sécurité nationale. Le secrétaire général Yamato appelle Aircore pour le mettre au courant des événements avant de lui ordonner de se rendre immédiatement sur place et de faire un rapport avec des informations plus précises. Aircore reçoit la permission de s'armer avec des armes de classe 5 ou supérieure. Yuki, la vice-secrétaire, le met en garde de ne pas prendre à la légère la paix que l'empereur a construite et lui dit d'y aller. Il part de bonne humeur.
Yuki est offensé par son comportement décontracté devant le secrétaire général et souhaite en finir avec lui pour cela. Yamato lui rappelle qu'Erkor a le même rang qu'elle, celui d'agent de sécurité de l'Empire. L'homme retire sa cape pour révéler son armure de combat et active son GPS. Le directeur est mal à l'aise face à la situation, et il a bien raison de l'être, car la salle de stockage des objets confisqués de la prison a été pillée. Les gardes qui surveillaient la zone ont tous été tués. Palpol panique en apprenant que Doroka a réussi à imiter sa voix pour accéder au système d'authentification de son téléphone. Cela le choque, car ce modèle était censé avoir le plus haut niveau de sécurité. Papol est encore plus inquiet que Doroka ait pris le stylo d'Adonis car avec ce stylo, il représente une menace de haut rang. Papol sait qu'il est dans de sales draps si les plus hauts dirigeants l'apprennent. Il est encore plus perplexe car sa classification ne lui donne pas accès à la chambre. Pendant ce temps, Adonis se détend tranquillement en haut d'un gratte-ciel et commence à écrire un sort après avoir inspecté sa plume. Le code flotte autour de lui lorsqu'il tire une balle avant d'activer le sort. Cela fait en sorte que la balle prenne une taille impressionnante et s'écrase sur l'un des bâtiments. Les civils en bas regardent avec horreur les débris s'abattre sur eux, marquant le début de son assaut et de sa quête pour éliminer chaque citoyen. De retour dans la prison, l'arrivée d'Erkor est marquée par la mort, alors qu'il élimine tous les prisonniers qui ont tenté de s'échapper. Il appelle son supérieur pour lui faire part de sa recherche complète de la prison et de l'absence d'Adonis. L'agent pointe son arme sur Papol en déclarant qu'il est en train de nettoyer le désordre à l'origine de cette situation et procède à leur élimination. Doroka observe la destruction causée par Adonis et se blâme de ne pas avoir pu l'arrêter. Pendant ce temps, l'apprenti se promène dans les rues pour voir ce qui a changé depuis sa détention. Les informations rapportent l'attaque récente sur la ville, suspectant qu'elle ait pu être perpétrée par des nations voisines. Adonis sait que sa maîtresse ne le félicitera pas pour ce qu'il est sur le point de faire, et il s'imagine qu'elle lui dit que se venger ne la ramènera pas, et qu'il devrait profiter de sa vie maintenant qu'il a réussi à s'échapper. Il sourit en pensant à cela. Cependant, une rencontre avec un couple qui commande son comportement étrange lui fait perdre cette expression joyeuse. Il dit qu'il n'oubliera jamais le visage et la voix de Chloé lorsqu'elle a confessé son amour pour lui avant d'être emmenée. Adonis invoque un titan de terre géant, ce qui incite les civils à sortir leur téléphone pour enregistrer la scène. Le titan commence à détruire les bâtiments voisins, tandis que les résidents courent frénétiquement se mettre à l'abri. Quelqu'un appelle la police pour les informer, mais ils prennent cela pour un canular. Une voiture percute soudainement le poste de police, et le conducteur est en détresse. L'officier suppose qu'il est sous l'influence de champignons hallucinogènes, drogue, et dit à son collègue de l'arrêter. Il appelle le quartier général et demande qu'on lui passe la brigade des stupéfiants. Mais lorsqu'il sort et voit le titan, il change rapidement sa demande et souhaite être mis en relation avec la défense. Le titan tient Adonis dans une main tandis qu'il fait pleuvoir des débris sur les civils avec l'autre. Des voitures et des personnes sont écrasées alors que tout le monde sombre dans le désespoir. Il commence à marcher vers la résidence de l'empereur Goethe, en disant que l'empereur ne lui échappera point. Yamato reçoit une mise à jour sur cette nouvelle situation. Leur service de renseignement l'identifie comme un robot, mais son origine reste inconnue. Il se dirige vers eux depuis le quartier des affaires, et les mesures de défense locales ne peuvent pas suivre son rythme. Il signale que selon la reine, l'empereur ne se sent pas bien. Après avoir entendu cela, le secrétaire général déclare l'état d'urgence et ordonne de prioriser le maintien de la ligne de défense. Le soutien aérien a également été autorisé, et des soldats au sol doivent être envoyés sur place. Yamato s'attend à une confrontation limitée après avoir donné ses ordres. Il sort et est choqué par la capacité du titan à se déplacer malgré sa taille. Yuki informe le directeur qu'Adonis et la plume ont disparu. Avec cette nouvelle information, elle est sûre que tout cela est alimenté par la magie. Yamato estime que cela simplifie les choses, alors il demande à un subordonné le dispositif de suppression de la magie photonique. On lui dit qu'il est dans le stockage souterrain, mais ils ne sont pas sûrs qu'un appareil vieux de 10 ans fonctionne correctement. Yamato confie à Yuki la responsabilité de le remettre en marche, car il s'agit d'une question d'importance nationale. Le système d'alerte de la ville informe tous les citoyens qu'un état d'urgence a été déclaré et leur ordonne de rapidement évacuer vers un endroit sûr. Certains chars se positionnent au loin et tirent sur Adonis, mais il dévie les tirs avec sa magie. Son titan riposte en frappant un bâtiment comme avec un fusil à pompe, et le projectile à haute vélocité détruit l'unité de char. Adonis a passé ses 10 années d'isolement de manière significative. L'isolement était l'environnement idéal pour lui de déterminer la manière la plus précise d'éliminer une nation. Pour utiliser des sorts, il faut saisir le processus du sort, le synthétiser et l'écrire en utilisant une plume spéciale. Cette maîtrise est presque impossible sans un excellent professeur. Aux yeux d'Adonis, il n'y a aucune distinction entre ceux qui étaient présents il y a 10 ans et ceux qui ne l'étaient pas. Si mettre fin à la vie de Chloé était pour un plus grand bien de l'humanité, alors tout le monde qui bénéficie de son sacrifice est tout aussi coupable. Il invoque 2 mitrailleuses et fait l'impensable en éliminant ceux qui tentent de fuir tout en affichant un sourire d'apaisement. Soudain, les larmes commencent à couler de ses yeux et il ne comprend pas ce qui lui arrive car il ne se sent toujours pas mieux. Pendant ce temps, Erkor le repère au loin alors il prévient Yamato.
Celui-ci ordonne alors à toutes les unités de l'abattre sans hésiter. Aussitôt, les avions de chasse foncent sur lui et larguent des missiles sur le Titan projetant Adonis sur un bâtiment. Les civils se précipitent pour sortir de la zone bombardée. Doroka sauve un jeune garçon d'un écrasement alors qu'il tente de réanimer sa mère. Elle s'excuse auprès du garçon pour ce qui lui est arrivé et le confie à une vieille dame avant de partir arrêter Adonis. Pendant ce temps, à la résidence royale, Goété est alité en raison de sa maladie. Il est réveillé par le tumulte à l'extérieur, mais sa femme le rassure en lui disant que leur empire ira bien, car il a veillé à ce qu'il soit fort en son absence. Il trouve ses paroles trop aimables et révèle qu'il n'a pu le faire que grâce à une reine de soutien. Son réveil est interrompu par une toux, dont il saigne. Goété a l'impression que sa vie touche à sa fin en raison de cette maladie incurable. La reine ordonne qu'on appelle le docteur Griffon, mais il se recouche en disant qu'il va bien. Il commence à se demander si c'est une malédiction de la grande divinité, mais il refuse toujours de se repentir, car tout ce qu'il a fait était pour le progrès de l'humanité à ses yeux. Selon lui, l'humanité ne pourrait jamais progresser si les sorcières étaient présentes. Pendant ce temps, Adonis utilise sa magie pour vaincre toutes les unités au sol. Yamato observe avec incrédulité. L'un des opérateurs signale qu'un civil s'approche de la cible au sol. Adonis saisit le dernier homme debout par le cou, et le soldat exprime qu'ils auraient dû l'éliminer avec Chloé il y a 10 ans. Son apprenti est d'accord et prépare un sort autour de son poing pour mettre fin au soldat. Doroka crie pour lui demander d'arrêter, et il la reconnaît. Elle le supplie de mettre fin à son massacre, car il a déjà pris de nombreuses vies innocentes, et la mort des innocents la perturbe. Entendre les mots innocents et citoyens dans la même phrase énerve Adonis. Il la regarde froidement et écrase le soldat qu'il tenait, l'envoyant au sol. Doroka le regarde, abasourdi par sa brutalité. Adonis rit à l'idée qu'ils sont innocents. Le fait qu'elle était captive d'une nation différente et qu'elle sympathise avec eux le fait envisager d'éliminer toute l'humanité. Il s'arrête en marchant vers elle lorsque Doroka prononce le nom de Chloé. Il la prend par le col de son habit et lui demande de ne plus prononcer son nom. Il commence à penser qu'elle est là pour le distraire jusqu'à l'arrivée des renforts. Doroka révèle qu'elle est une sorcière et montre même ses pouvoirs. Cependant, Adonis croit que toutes les sorcières sont mortes et pense que c'est un piège, alors il l'entrave. Elle révèle que certaines sorcières ont survécu à la chasse aux sorcières. Face à cette possibilité, il veut savoir pourquoi elles ne sont pas venues sauver sa maîtresse. Doroka s'excuse et lui dit qu'elles étaient toutes désespérées de s'échapper. Il n'accepte pas ses excuses, car Chloé est déjà partie. La sorcière révèle qu'elle peut être ramenée à la vie. Il la jette au sol et s'apprête à la tuer, pensant qu'elle se moque de lui. Doroka lui dit qu'elle s'est infiltrée dans le pays pour le sauver, car ses souvenirs d'elle sont essentiels à sa résurrection. Adonis crée une épée, prêt à l'utiliser pour la tuer, ainsi que quiconque se mettra en travers de son chemin, mais Doroka est prête à mourir si cela apaise sa vengeance. En la voyant sourire, il se souvient de sa maîtresse puis tombe au sol en pleurant et veut une confirmation que Chloé peut être ramenée. Doroka tend la main pour le rassurer, mais un coup de feu traverse la sorcière alors qu'il saisit sa main. Le choc se lit sur le visage d'Adonis. Hercor est celui qui a tiré, et il est déçu de ne pas les avoir touchés tous les deux. L'histoire se poursuit tandis que les souvenirs de Doroka défilent, se souvenant de l'incident lorsque leur village a été attaqué par les humains. La jeune sorcière a regardé avec horreur les soldats dévaster le village en flammes. Elle a été surprise lorsque Mia l'a étreinte par derrière. La plus âgée était heureuse de voir la fille saine. Mia ne comprend pas pourquoi les humains les attaquent alors qu'il y a une bonne entente entre eux et les humains. Le dispositif de suppression des photons magiques est utilisé pour annuler leur magie, laissant les sorcières sans défense. Doroka demande ce que c'est que la machine et Mia lui dit de s'enfuir pour informer Dame Ophilia de la situation, mais Doroka refuse d'y aller sans sa sœur. Alors Mia insiste pour qu'elle y aille et pour la motiver, sa sœur joue avec une marionnette en lui disant qu'elle est très forte. Doroka décide finalement de partir pendant que les soldats arrivent vers Mia, mais elle est tuée par les soldats. Son esprit revient au présent lorsqu'Adonis la prend dans ses bras et l'appelle. Elle s'excuse d'être distraite et crache des résidus, tandis qu'il lui dit de ne pas abandonner. Il est déterminé à ramener sa maîtresse bien-aimée Chloé à la vie. Elle s'accroche à lui avec la peu de force qu'il lui reste et chuchote l'emplacement actuel des sorcières. Leur moment est interrompu par une volée de balles tirées sur Adonis. Il se dérobe de manière acrobatique pour éviter les tirs, laissant Doroka être touché par les balles. Il regarde le cadavre de Doroka avec frustration de ne pas avoir obtenu suffisamment d'informations sur la façon de ramener sa maîtresse décédée. Le chef de l'unité confirme la mort de Doroka et en informe Yamato. Adonis tient sa plume comme s'il allait passer un examen, en avertissant les soldats de ne pas devenir arrogants. L'apprenti commence à écrire un sort qui l'enveloppe, tandis que le chef de l'unité tarde à donner l'ordre de tirer, incitant tout le monde à vider leur chargeur sur Adonis. Il reste là avec un air suffisant, car sa magie le protège des balles. Yamato regarde depuis le quartier général, frustré que les efforts de ses troupes soient inefficaces. Il s'avère que la magie d'Adonis attrape les balles. La prochaine étape du sort s'active alors que les balles sont renvoyées. Il les maintient en place de la même manière que dans Matrix avant de les renvoyer rapidement. Les balles déchirent l'unité, les éliminant.
Le chef de l'unité regarde avec horreur ces hommes tomber plus rapidement comme des mouches qui tombaient. L'angoisse sur son visage est palpable alors qu'Adonis s'approche de lui. Pendant ce temps, Aircore se prépare à tirer un autre coup de son fusil surdimensionné et le laisse partir dès qu'Adonis est dans sa ligne de mire. L'impact provoque un nuage de poussière qui remplit la zone, mais l'apprenti en ressort indemne. Il arrête le projectile avec sa magie et le transforme en un projectile encore plus gros, qu'il tire sur Aircore, mettant fin instantanément à sa vie. La balle géante traverse l'immeuble derrière, provoquant encore plus de destruction. Adonis les décrit comme des insectes impuissants et les réprimande pour avoir pensé qu'ils avaient une chance de battre la magie. Il ne peut pas croire qu'ils pensaient pouvoir vivre en paix après avoir éliminé Chloé. Adonis a l'intention d'éradiquer chaque être humain de la planète et jure de leur faire ressentir le désespoir de Chloé. Yamato observe le flux vidéo et implore Yuki de mettre en marche le dispositif de suppression des photons magiques. Tout en faisant cela, elle se tient là en admiration de la science qui a vaincu les sorcières. Une fois activée, il supprimera la magie d'Adonis. Elle s'enthousiasme à l'idée d'être utile à son frère aîné. Le vice-secrétaire réalise qu'elle a exprimé ouvertement ses sentiments et réprimande ses subordonnés choqués pour qu'ils se mettent au travail. Ils sont bloqués par les scientifiques et Sirta, la directrice de l'Agence nationale des sciences. Elle soupçonnait qu'ils se présenteront pour utiliser la machine. Sirta commente à quel point Yuki a progressé depuis leur dernière rencontre. Elle leur explique qu'elle ne peut pas permettre qu'ils activent la machine. Yuki tend la main vers ses armes et demande une explication. Yamato reçoit un appel de son vice, mais à sa grande surprise, Sirta est à l'appareil. Elle demande un moment pour parler. Elle lui fait savoir qu'ils ne peuvent pas activer la machine. Elle commence son explication en expliquant que la science est le travail de l'humanité qui éclaire le monde, mais il y a encore quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Un exemple en est les particules émises par le dispositif de suppression des photons magiques, qui provoque une maladie de dysfonctionnement cellulaire humain développée par les soldats qui ont participé aux chasses aux sorcières il y a 10 ans. Sirta révèle que les particules libérées par l'appareil affectent le corps humain en exterminant les cellules. C'est la première fois que Yamato entend parler de cet effet secondaire. Sirta avoue qu'ils avaient cet effet secondaire mais que l'information était confidentielle. Malheureusement, il n'y a plus de sorcières pour restaurer l'environnement naturel. De plus, l'atmosphère qui aurait purifié ces rayons nocifs a disparu. La nature est tombée en disgrâce en raison des actions humaines. En conséquence, le corps humain sera détruit s'il est exposé à un grand nombre de particules provenant de la machine. La maladie de l'empereur est due au fait qu'il était également exposé au dispositif lorsque l'humanité combattait les sorcières. Pendant ce temps, Adonis fait face à l'unité suivante tout en laissant échapper un rire de méchant. Sirta remet le téléphone à Yuki et lui demande de partir, maintenant qu'ils connaissent la vérité. Elle refuse de prendre le téléphone et court activer la machine. En courant, elle explique qu'ils ne peuvent pas se permettre de se soucier de la maladie lorsque la menace de la magie est juste devant eux. Sirta ordonne à tous de battre en retraite pendant qu'elle poursuit le vice pour l'arrêter. Yuki active rapidement la machine, exprimant que c'est une question d'importance nationale. Le rire malicieux d'Adonis s'arrête brusquement lorsque sa plume est abattue de ses mains et que la magie est neutralisée. Le quartier général informe le secrétaire de la situation à l'emplacement de la machine. Sirta la désactive tout en tenant Yuki inconsciente, assurant à Yamato que sa petite sœur va bien, mais la réalité dit le contraire, car elles sont toutes les deux ensanglantées par l'exposition. Sirta lui dit de regarder Adonis sur son écran avant de lui dire que sans magie, leur ennemi est à leur merci. Sirta le pousse à réaliser qu'il devrait rapidement éliminer ceux qui nuisent à l'Empire, car après tout, ils sont le royaume indestructible. Yamato met fin à l'appel et ordonne à toutes les unités de charger Adonis. L'apprenti tente rapidement de récupérer sa plume alors qu'il se prépare à l'éliminer. Cependant, une soldate court dans la ligne de tir de son unité et réprimande Adonis pour avoir nui à leur nation. Le sommet d'un gratte-ciel tombe entre l'unité et elle, isolant la sorcière avec Adonis. Elle active son thermolame et insulte sa position en tant qu'apprenti sorcier avant de reculer pour porter le coup final. Adonis tourne le dos, prêt à mourir pour enfin rejoindre sa maîtresse. Sa tête est tranchée en un seul coup net. Pendant ce temps, ses collègues s'inquiètent pour elle alors qu'elle émerge de la fumée en tenant la tête d'Adonis. Elle informe que la mission est accomplie avant de la laisser tomber et de s'effondrer. Certains s'occupent d'elle tandis que d'autres crient leur victoire. Les célébrations atteignent le quartier général lorsqu'il confirme sa disparition. Yamato soupire de soulagement, car c'est enfin terminé. Le secrétaire félicite tout le monde pour avoir vaincu l'apprenti sorcier. Il leur rappelle de modérer leur célébration, car il y a encore du travail à faire. Ils doivent récupérer le corps d'Adonis et confirmer les dégâts dans chaque zone de la ville. Les unités doivent se joindre aux équipes de secours et aider les victimes. La femme qui a porté le coup final est montrée sur l'écran géant du quartier général. Yamato commente à quel point elle est jeune, et l'un de ses assistants note qu'elle est une nouvelle recrue. Le secrétaire arrête son assistant juste au moment où il allait obtenir des informations sur elle et lui ordonne plutôt d'aller voir ce qu'il en est de Sirta et Yuki. Les paroles de la directrice scientifique lui rappellent que leur nation est forte, et Sirta et Yuki sont emmenés sur des civières pour être soignés. Dans l'après-midi,
L'empereur Goété s'adresse au mas tout en étant relié à de nombreuses machines et perfusions qui le maintiennent en vie. Il reconnaît que les arts occultes sont restés dans le monde parce qu'ils ont décidé de retenir l'apprenti sorcier, Adonis, en raison de sa nature humaine. Cependant, les conséquences de cette décision ont été dévastatrices pour leur royaume. Après toutes ces années, ils n'ont toujours pas réussi à déterminer comment ils pouvaient utiliser la magie en tant qu'humains. Goété est irrité de s'être permis de laisser le garçon vivre. Il rappelle à tous que Rydia est le summum du monde, avec sa science avancée et ses troupes de fer. Il encourage les citoyens à laisser brûler les flammes de la fierté dans leur cœur pour le simple fait d'être nés humains dans l'empire de Rydia. La mort d'Adonis marque la fin de l'ancien monde, et il déclare leur nation comme l'autorité ultime. Eri met en pause la vidéo alors qu'elle la regarde sur son téléphone. L'enseignant reconnaît que certains de leurs étudiants ont perdu la vie dans l'incident. Il est compatissant, mais leur rappelle que les examens nationaux commencent le lendemain, alors ils doivent rester concentrés. Cette dernière annonce marque la fin de l'heure de l'étude. L'un des étudiants veut savoir pourquoi Adonis s'est rangé du côté des sorcières alors qu'il est humain. L'enseignant déclare qu'il a probablement eu un lavage de cerveau. La sonnerie met fin à la conversation, et il les informe de se changer rapidement, car la première période est consacrée à l'éducation physique. Eri est interpellée par un autre élève pour ce qu'elle a fait. Elle s'énerve et répond que sa réaction était naturelle. Après l'école, elle retourne sur les lieux de l'incident pour déposer des fleurs. Elle blâme le gouvernement de ne pas avoir fait son travail en protégeant les citoyens. Elle se rappelle comment elle a abandonné son petit ami et s'excuse, sachant qu'il doit probablement la détester. Ses appels à l'aide résonnent toujours dans sa tête, mais elle regarde les photos qu'elle a prises d'Adonis et pense qu'il est très attirant. Gorgius surprend en l'approchant, qualifiant son admiration de honteuse. Cela la surprend, et elle s'excuse. Eri remarque qu'il travaille pour le gouvernement et tente rapidement de supprimer les photos, mais il l'arrête et lui assure qu'il ne dira rien si elle ne les montre à personne. Le chef Gorgius lui rappelle qu'Adonis est un criminel odieux qui a causé cette catastrophe. La fille s'excuse rapidement et part. Il l'épie et appelle Charmy pour informer les autorités compétentes qu'Eri a été influencée par Adonis et qu'elle devrait être arrêtée. Il suppose qu'elle sera soit exécutée, soit emprisonnée pour trahison. Il reçoit un rapport indiquant que les dernières vérifications autour de la zone ont été effectuées et demande à Charmy de lui réserver un accueil chaleureux à son arrivée. Il s'avère que le chef Gorgius est le directeur adjoint de l'Agence nationale du renseignement. Charmy se plaint car il ne signera pas sa demande de transfert. Elle en a assez d'être surchargée de travail et harcelée par lui. Elle change de sujet pour parler des résultats de l'analyse effectuée sur le corps d'Adonis. L'enquêteur en chef confirme que le corps est un faux. En même temps, l'apprenti ouvre les yeux à un endroit inconnu. Nous voyons ensuite Adonis allongé sur un lit d'hôpital, luttant contre des sorcières inconnues qui le maintiennent. Les sorcières surveillent ses signes vitaux pendant qu'il est inconscient. Les sorcières ont peur qu'il ne survive pas longtemps dans cet état. Adonis continue de crier puis ses pupilles roulent vers le bas depuis sa tête. Lady Ophélia, la chef des sorcières, leur dit de ne pas abandonner. Elle s'approche d'Adonis et restaure ses sens en stimulant son cerveau. Après avoir fait son travail de magie, Adonis se réveille de nouveau sur le champ de bataille. Il voit son corps sans vie au pied de la soldate et est confus. Elle se présente comme Anna et explique qu'elle a utilisé sa magie pour faire un duplicata de lui. Elle se révèle comme une sorcière, qui avec Doroka, a infiltré le pays. Elle dit à Adonis que tout cela était un plan pour ressusciter Chloé. Elle l'assure qu'elle le mettra en sécurité. Adonis ne lui fait pas confiance et essaie de la questionner. Elle lui dit que les questions sont pour plus tard et demande à Madame Ophélia de le téléporter. Adonis est englouti par une boule de linge qui flotte dans le ciel. Anna regarde la boule disparaître. Elle est triste que Doroka soit maintenant sur un autre plan. Adonis se réveille au milieu des sorcières inconnues. Il tombe du lit d'hôpital en tremblant. Madame Ophélia le prend dans ses bras, le remerciant d'avoir combattu pour elle. Adonis la repousse, lui demandant qui elle est. Adonis reconnaît l'endroit comme étant la nation des sorcières. Adonis est mis dans un fauteuil roulant et on lui fait visiter les lieux. L'atmosphère de la nation des sorcières est heureuse et joyeuse. Deux sorcières se tiennent près d'un groupe de piliers. L'une d'elles l'appelle, heureuse qu'il soit maintenant en bonne santé. Adonis s'arrête pour leur parler. Elle lui dit que Chloé serait triste s'il lui arrivait quelque chose. L'autre est d'accord. Il leur demande si elles ont déjà rencontré Chloé. Elles lui disent que c'était une sorcière gentille qui s'occupait d'elles quand elles étaient plus jeunes. Elles lui disent qu'elle l'aimait. Adonis soupire juste de tristesse. Il fait signe à la sorcière qui poussait son fauteuil de continuer. Adonis est amené devant Ophélia. Il dit à la sorcière poussant son fauteuil de le laisser marcher mais Madame Ophélia refuse. Elle dit que les humains ne sont pas autorisés à marcher sur leur terre. Elle lui dit qu'il a emprunté un chemin très complexe pour arriver à leur nation et que la moindre erreur pourrait avoir de graves conséquences. Elle lui dit que son corps a été soumis à beaucoup de stress. Adonis s'examine pour s'assurer qu'il n'a pas de blessures graves. Il lui demande ce qu'elle lui a fait. Mais elle lui dit simplement qu'elle l'a invité dans leur nation, l'appelant l'apprenti de Chloé. Elle lui dit que tout le monde connaissait Chloé car c'était une sorcière gentille et intelligente. Cependant, Chloé a été bannie de la nation des sorcières. Adonis l'accuse d'être l'instigatrice de l'exil de Chloé parce qu'elle lui a enseigné la magie, à lui un humain.
Ophélia lui demande si Chloé lui en a parlé. Mais il répond qu'il a passé assez de temps avec elle pour le savoir. Madame Ophélia lui dit que la magie des sorcières leur est sacrée. Elle lui dit que la magie qui leur est conférée représente leur dévotion à guider l'humanité. Elle lui dit que ce n'est pas quelque chose qui devrait être enseigné à un humain. Il ne pourrait jamais comprendre pourquoi Chloé a décidé de prendre un apprenti humain. Chaque sorcière a supplié Chloé d'abandonner Adonis et de revenir à la nation des sorcières mais elle a refusé. Malgré toutes leurs suppliques, Chloé s'est excusée auprès d'elle et est partie. Ophélia dit à Adonis que malgré tout, elle est toujours aimée de tous. Adonis lui demande avec colère si elle a fini de se remémorer le passé. Elle tend la main et invoque la plume d'Adonis au-dessus de sa paume. Elle lui dit qu'il peut la récupérer. Il se lève de son fauteuil roulant et se précipite vers Ophélia. Il repousse une sorcière qui est sur son chemin comme une feuille de papier inutile. Il dit à Ophélia de lui rendre sa plume magique. Ophélia admire calmement la plume, l'appelant un vrai chef-d'œuvre. Elle la fait flotter vers Adonis, lui disant qu'il est clair que Chloé l'a faite pour lui. Adonis tient la plume serrée contre sa poitrine avec amour et tristesse. Il dit que personne d'autre n'aurait pu lui faire une telle plume. Adonis demande à Ophélia si elle peut ramener Chloé de l'autre monde. Elle lui dit que les sorcières ne mentent pas. Adonis lève la tête et soupire de contentement. Il ouvre les yeux et il est choqué par ce qu'il voit. Il peut voir la terre à distance. Ophélia lui dit que la nation des sorcières est un endroit qu'aucun humain ne peut atteindre. Elle lui dit qu'elles sont arrivées sur la Lune il y a des années et qu'elles en ont fait une maison où les sorcières peuvent vivre en paix. Elle l'appelle Lunamilia, la nouvelle nation des sorcières, hors de portée des humains. Madame Ophélia explique à Adonis que l'avènement de la technologie a révélé la vraie nature de l'humanité. Elle lui dit que peut-être la Terre a été rendue sphérique pour que les humains ne voient pas trop loin devant eux parce que Dieu craignait pour leur avenir. Adonis lui dit qu'il n'y croit pas. Ophélia se retourne et montre à Adonis les pierres tombales de nombreuses sorcières qui ont perdu la vie. Elle lui dit que les humains sont toujours contraints par les émotions et les normes sociales. Ces émotions et ces normes sociales ont aveuglé les humains sur la vérité réelle. Elle lui raconte comment le roi pensait que les sorcières corrompraient l'humanité. Elle emmène Adonis à un arbre. Elle lui dit que l'arbre s'appelle Mytho et qu'il est capable de produire des sorcières. Il regarde l'arbre avec émerveillement. Sur l'arbre, il y a différents nids abritant des sorcières en production. Elle lui dit que les sorcières, contrairement aux humains, n'ont pas de couple reproducteur. Au lieu de cela, elles reçoivent la vie de l'arbre Mytho sous forme de fruits. Elle pense que son explication étonnerait Adonis mais il est indifférent. Elle dit à Adonis que l'arbre est le dernier arbre survivant à portée de la terre. Elle lui dit que les humains ont brûlé les autres arbres. Adonis regarde dans un certain nid et il est surpris. Ophélia lui dit que c'est le seul arbre qui peut donner naissance et régénérer les sorcières. Il s'approche de l'arbre, incrédule, alors qu'il voit une Chloé en régénération. Il tend la main vers le nid et demande à Ophélia si c'est Chloé. Elle lui dit que non. Ce n'est qu'une sorcière qui attend de naître. Elle lui dit que pour qu'elle devienne Chloé, elle aurait besoin de sa force. Adonis ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle dit à Adonis que la magie est l'acte de donner une forme physique dans le monde matériel aux pensées. Elle lui dit que la magie d'invocation écrite qu'il utilise peut être utilisée pour donner forme à n'importe quoi, selon ses capacités. Elle lui dit que sa magie est suffisante pour tout rendre possible. Elle dit à Adonis qu'il pourrait sceller tous ses souvenirs dans le fruit sorcier et la faire devenir Chloé. Elle lui dit qu'il est la clé de la résurrection de Chloé. Adonis a l'air déterminé et Ophélia commence à s'éloigner de l'arbre. Elle dit à Adonis de la prévenir quand il sera prêt à commencer la cérémonie. Elle s'éloigne, laissant Adonis debout seul devant l'arbre. Adonis s'allonge dans l'herbe et réfléchit à son choix. Il n'arrive pas à croire que sa magie ressuscitera Chloé. À ce moment, Anna apparaît devant lui. Elle lui demande s'il n'a rien à lui dire. Adonis lui demande condescendant si elle s'attend à des remerciements de sa part. Elle lui dit qu'il ne peut pas être sérieux. Avec des larmes coulant sur ses joues, elle lui dit que Doroka a donné sa vie pour lui. Adonis lui dit que ce n'est pas son problème puisque c'est elle qui a planifié son évasion. Anna est en colère par sa remarque, mais il s'éloigne. Anna l'appelle, lui disant qu'elle n'a pas fini de parler. Elle lui dit que les humains sont tellement égoïstes. Elle lui dit qu'il doit se sentir chanceux de pouvoir ressusciter Chloé autant de fois qu'il veut avec l'aide de l'arbre. Elle se demande pourquoi elles ont risqué leur vie pour quelqu'un comme lui. Cela fait s'arrêter Adonis. Il se retourne et lui dit avec colère qu'elles l'ont sauvé pour qu'il puisse ramener Chloé, pour qu'elle puisse l'utiliser. Elle lui demande ce qu'il entend mais il lui dit de ne pas faire l'idiote. Il se souvient des derniers mots de Doroka alors qu'elle était dans ses bras. Elle lui a dit que la nation des sorcières prévoyait d'utiliser Chloé. Adonis dit à Anna que les sorcières pouvaient vivre dans un environnement hostile aux humains. Il lui dit qu'elles n'avaient pas besoin de construire le dôme, mais qu'elles l'ont construit pour garder les humains à l'intérieur. Il lui dit comment les sorcières prévoient d'enlever des humains avec leur magie, et leur enseigner la magie écrite pour qu'ils puissent se battre. Il lui dit qu'étant donné que les sorcières sont proches de l'extinction, elles ont besoin d'une nouvelle source de soldats. Il lui dit que c'est uniquement parce que Chloé fabrique des plumes, que les sorcières veulent qu'elle soit ressuscitée. Anna est encore plus surprise. Elle saisit son épaule et lui demande ce qu'il va faire. Elle lui demande de les aider, pour que la mort de Doroka ne soit pas vaine. Adonis lui dit qu'il ressuscitera Chloé mais que tout ce qui se passera ensuite dépendra de Chloé. Il lui dit que si Chloé n'approuve pas ce qu'elles font,
alors elles deviendront son ennemi. Plus tard dans la journée, Ophélia et les sorcières commencent la cérémonie. Adonis s'approche de l'arbre et utilise sa magie pour lancer un sort d'invocation de sa mémoire. La magie est absorbée par la sorcière fruitière non née. Adonis se souvient du moment où Chloé lui enseignait Falulu, la constellation des sorcières. Il s'ennuyait de ses enseignements car il les avait entendus encore et encore. Il lui montre d'autres constellations qu'elle lui a apprises. Elle est impressionnée qu'il ait pu mémoriser les constellations. Elle pense qu'il est un prodige de la magie et qu'elle doit être une sorte de déesse pour être son enseignante. Il pointe une constellation appelée la constellation d'Adonis et accuse Chloé de l'avoir inventée. Chloé ne semble pas s'en souvenir et ils commencent tous les deux à se disputer. Adonis sort de son souvenir. Il chérissait le temps passé avec Chloé, le trouvant comme un rêve comparé à sa réalité actuelle. Il se souvient quand Chloé laissait toujours ses vêtements traîner dans la maison. Chloé se lave et lui demande de laisser les vêtements par terre. Adonis regarde à travers le rideau pour voir Chloé avec différentes ecchymoses sur le corps. Chloé lui dit de ne pas espionner. Il lui dit qu'il est inquiet à cause de la durée de son bain. Il lui dit qu'il va monter la garde. Il presse Chloé de prendre rapidement son bain avant que leurs poursuivants les rattrapent. Chloé le remercie de rester avec elle alors que des larmes coulent sur ses joues. Elle lui dit qu'elle ne peut pas vivre seule. Adonis est ému par sa déclaration. De retour au présent, Adonis admet qu'il ne peut pas vivre seul non plus. Le fruit sorcier continue d'absorber sa magie. Adonis professe son amour pour elle, et la voix de Chloé le remercie. Le fruit s'illumine, éclairant les champs. Toutes les sorcières regardent le fruit, pleines d'espoir. Les choses continuent, et il est révélé qu'Adonis a décidé de ne pas ramener Chloé à la vie car il ne voulait pas qu'elle ressente à nouveau la même chose. L'apprenti est d'avis que sa maîtresse n'a pas sa place dans ce genre de monde. Il se rappelle la douleur qu'elle a traversée une dernière fois. Adonis jette un autre sort, ce qui fait réaliser à Ophélia qu'il a réécrit le sortilège rituel. Anna regarde, incrédule, Doroka émerger du cocon à la place de Chloé. L'apprenti la récupère de façon théâtrale, la poussant à ouvrir les yeux. Il lui dit qu'il ne voulait pas laisser sa dette impayée. Elle est confuse mais réalise bientôt qu'ils sont à l'Unamia. Il regarde autour de lui et se souvient d'Ophélia et des autres sorcières. Elle se demande ce qu'elle fait de retour à la maison, alors que la dernière chose dont elle se rappelle est de s'être fait tirer dessus sur terre. Elle remarque qu'elle est sous sa forme naturelle et s'échappe rapidement de ses mains, embarrassée. Elle lui témoigne du respect et commence à s'excuser auprès d'Adonis de lui avoir montré quelque chose d'aussi sale et disgracieux. Doroka le supplie même d'effacer cela de sa mémoire. Elle ne sait pas que ce gars est le Shad ultime, donc il n'est pas ému par une telle vision. Il lui jette simplement un au-dessus en lui ordonnant de se taire et de le mettre. Il explique qu'elle l'a sauvé à Rydia, donc maintenant ils sont quittes. Elle demande immédiatement des nouvelles de l'endroit où se trouve Chloé. Ophélia interrompt, demandant à Adonis comment il a pu faire une telle chose. La sorcière en chef explique qu'elles font tout leur possible pour l'aider. Elles risquent leur vie pour le sauver et soigner ses blessures. Elle souligne même qu'elles ont garanti sa sécurité et ont essayé de ramener Chloé d'entre les morts. Ophélia est juste confuse quant à la façon dont il peut ruiner tous leurs efforts. Les autres commencent à douter qu'il aimait vraiment sa maîtresse, étant donné qu'il n'est qu'un humain. Certaines se demandent même s'il a abandonné Chloé en faveur de Doroka. Ophélia demande calmement à celle-ci si elle a mis des idées dans la tête d'Adonis. Elle bafouille en essayant de répondre. L'apprenti intervient, ordonnant aux sorcières de fermer leur gueule. Il leur annonce sans détour qu'il ne ressuscitera pas Chloé et que cette décision a été prise par lui seul. Ophélia rit de ses commentaires et veut savoir devant qui il fait son intéressant. Son rire se transforme en un regard hostile quand elle l'appelle un simple humain. Son attaque est interrompue quand un phénomène se produit. Elle se demande ce que ça peut bien être. Puis la réalisation se fait jour en elle quand elle comprend. Elle se tourne vers Adonis, lui demandant s'il a fait quelque chose. Il s'excuse et révèle qu'il a été emprisonné à long terme et qu'on lui a implanté une puce qui le traque. Il leur montre la puce, puis l'écrase en informant les sorcières qu'il traquera lui-même les humains, donc elles devraient rester à l'écart. Il écrase la puce et la jette vers l'arbre. Elle est conçue pour exploser quand on la manipule. L'explosion détruit l'arbre. Ophélia regarde, dévastée, mytho, l'arbre de vie est brûlé. Le transport des humains est terminé, marqué par l'interruption de Yamato qui exprime sa surprise qu'il reste un arbre. Le directeur a une combinaison de combat blanche et fait son rapport au QG que le transfert a été un succès. En retour, on l'informe que l'analyse de l'installation non identifiée est terminée, donc ils peuvent retirer leur masque de protection faciale. La première unité fait également son apparition et encercle les sorcières et Adonis. Yamato les décrit comme des rats dans une grotte. L'apprenti est un peu offensé par sa déclaration, révélant que c'est lui qui les a invités à l'Unamia en premier lieu. Adonis le corrige, l'appelant le cimetière des humains. Pendant ce temps, une sorcière dit à Ophélia de ne pas s'inquiéter alors qu'elle jette un sort dans l'espoir d'éteindre les flammes avant qu'il ne soit trop tard. Mais un des soldats l'élimine, annulant le sortilège. Ophélia donne l'ordre de se transformer en armure de combat. Alors les sorcières commencent à opérer une transformation, grâce à une magie de renforcement. Après la transformation, on peut observer un sourire sur le visage d'Ophélia autorisant les sorcières à combattre. Pendant ce temps, Yamato et Adonis commencent leur duel. Le directeur attaque en premier,
ce qu'Adonis parvient de justesse à esquiver, mais il est légèrement entaillé au visage. Il jette un sort qui fait tomber le pistolet à haute puissance de Yamato dans sa main. L'apprenti ne perd pas de temps et lui tire dessus à bout portant. L'impact brise la lame de Yamato qui tombe en arrière. Adonis rit d'excitation devant la puissance de l'arme. Le directeur reconnaît son imprudence au moment où il déploie son équipement défensif juste avant de se prendre une rafale de balles en pleine figure. Adonis continue à tirer tout en se rapprochant. La combinaison du directeur l'avertit des dégâts croissants qu'elle subit. L'apprenti lui demande sadiquement d'abandonner, se moquant de la déclaration précédente de Yamato selon laquelle il allait l'achever. Doroka tire sur son manteau et il se retourne pour voir un air de désapprobation sur son visage. Ailleurs sur le champ de bataille, les sorcières commencent leur contre-attaque en utilisant divers sorts pour vaincre les humains. La première utilise un sort de joyau pour immobiliser et emprisonner les soldats. La seconde fait appel à un serpent qui décapite les soldats. Une autre utilise des insectes qui percent les soldats de partout, suivi des attaques d'aiguilles puis des attaques avec des racines d'arbres. Cette scène est très gratifiante pour Ophélia qui cause le plus de dégâts en utilisant son sort de gravité pour soulever, rassembler et faire exploser les soldats comme s'ils étaient bombardés. Leurs résidus sont montrés sur le champ de bataille tandis qu'elle commente la fragilité des humains. Sa conviction qu'elles remporteront la victoire est instantanément mise en doute quand une autre unité prend la place de celles qui viennent d'être défaites. Elle réalise que les humains ont l'intention de les submerger par le nombre. Les hauts gradés observent l'opération sur un énorme écran. Dinasma, qui est le directeur du Bureau national de l'autorité, demande à Sirta pourquoi il y a autant de sorcières alors qu'elles sont censées avoir été exterminées. Le patron de la science nationale se tient debout tranquillement. Elles sont reliées à des machines car elle n'a plus que quelques mois à vivre à cause de son exposition au dispositif d'annihilation des photons magiques. Il exige qu'elle s'explique. Elle clarifie que certaines des sorcières se sont enfuies sur la Lune en utilisant un de leurs satellites. Elle s'excuse de ne pas l'avoir découvert plus tôt. La structure construite sur la Lune était cachée grâce à la magie. En entendant cela, Dinasma entre dans une rage folle, car l'agence de la science nationale est la fierté des 4 bureaux, raison pour laquelle elle reçoit un budget annuel massif. Il veut savoir comment elle a pu laisser cela arriver. Dinasma estime que sa bévue devrait lui coûter plus que la vie. Shirozagi, directeur de l'agence du renseignement, lui dit de la fermer, déclarant qu'ils peuvent s'inquiéter de cela plus tard. En attendant, il devrait se concentrer sur l'éradication définitive des sorcières. On revient au moment où Yamato a découvert l'état de Yuki après qu'elle a activé un dispositif d'annihilation des photons magiques. Il l'a regardée dans le tube et a commenté comme elle avait toujours été à ses côtés, et quand il est entré au bureau de la sécurité nationale, elle a fait de même. Quand il est devenu directeur, elle est devenue la vice-directrice la plus jeune de l'histoire du pays. Il dit que sa petite sœur est incroyable, mais souligne que la bureaucratie n'était pas du tout son fort. Pourtant, elle l'a fait quand même pour se rapprocher de son frère. De retour au présent, Yamato se rappelle ce souvenir et sa colère atteint des sommets lorsqu'il blâme Adonis pour tout et promet de le lui faire payer. L'apprenti peut sentir que quelque chose de gros approche, donc il fait signe à Doroka de reculer. Yamato ordonne à sa combinaison de combat de régler la force de ses bras à 500%. Le directeur titube et exige qu'ils reprennent leur combat. Adonis admet que Yamato est un adversaire coriace pour avoir encaissé tous ses tirs. Adonis pointe à nouveau l'arme sur lui, le suppliant de quitter ce monde avant qu'il ne presse la détente. Yamato se déplace à grande vitesse et assène un coup dévastateur qui envoie Adonis valser. Il informe l'apprenti que c'est plutôt lui qui quittera cette terre. Le directeur est dégoûté qu'il ait décidé de s'allier aux sorcières alors qu'il est humain. Doroka se précipite pour voir si Adonis va bien. Mais il la traite d'idiote et lui dit de garder les yeux sur l'ennemi. Yamato prend la pose de samouraï qu'ils prennent tous quand il s'apprête à déclencher une attaque surpuissante. La montée en puissance provoque des éclairs qui jaillissent de la combinaison. À ce moment, Yamato exprime son souhait que sa petite sœur et lui puissent mener une vie paisible quand ce sera terminé. Le gars imagina même cette réalité. Le directeur libère l'attaque anti-sorcière. C'est une tranche en forme de croissant qui couvre la zone du combat. Fidèle à son nom, elle coupe la plupart des sorcières en deux en un instant. Même Ophélia n'est pas épargnée. Adonis fait montre de ses impressionnantes capacités de limbo pour esquiver l'attaque, ne recevant qu'une entaille sur le visage. Anna sauve Doroka en jetant un sort d'annulation de la mort. Elle remercie Doroka d'être son amie et avoue son amour pour la sorcière aux cheveux roses. Doroka hurle d'horreur alors que le haut du crâne d'Anna tombe au sol. L'attaque provoque une perte de communication vidéo entre le QG et la force d'attaque. Il demande un rapport pour déterminer la situation. Doroka est assise dans la mer de liquide rouge des sorcières, pleurant la perte de sa meilleure amie, et implore que tout cela cesse pendant qu'elle hurle. Adonis jure d'éliminer Yamato. Celui-ci ignore la menace et fait son rapport au QG, annonçant qu'ils ont neutralisé avec succès les sorcières et que l'apprenti est le seul qu'il reste à traiter. Adonis devient sérieux, retirant son manteau. Il jette un sort qui équipe une armure métallique et attaque, mais Yamato bloque. Le directeur contre-attaque avec une vague tranchante, mais l'apprenti esquive et assène un puissant coup qui brise la lame de Yamato pour de bon cette fois, frappant le directeur à la poitrine. Adonis laisse échapper un sourire sinistre en voyant qu'il a fait des dégâts, et tente un autre coup de poing,
mais Yamato bloque avec son autre main. Le souffle provoque des dommages internes. Il ordonne à sa combinaison de réparer les zones endommagées. Elle régénère également sa lame brisée qu'il utilise pour attaquer, mais l'apprenti bloque juste à temps. Les sorcières restantes regardent avec désespoir. Dans son dernier souffle, Ophélia leur dit de ne pas abandonner. L'autre commente que le mytho a brûlé complètement, comme c'était le dernier en existence, donc aucune nouvelle sorcière ne naîtra, ce qui signifie que leur extinction est presque certaine. L'une d'elles réitère ce qu'Ophélia a dit et ajoute même qu'elles ne peuvent plus se permettre de perdre d'autres sorcières. Sa suggestion de combattre aux côtés d'Adonis pour vaincre les humains est interrompue par une balle dans la tête. Les cris des sorcières restantes sont noyés par les coups de feu, tandis que Yamato déchaîne une autre technique impressionnante qui provoque une tornade. Adonis tente de l'intercepter mais la force le repousse. Le directeur surgit de la fumée et assène un coup à l'épaule de l'apprenti. Adonis jette secrètement un sort en même temps, invoquant une énorme lame au-dessus de Yamato qui s'écrase et lui arrache le bras gauche. Mais il ordonne à sa combinaison d'arrêter le saignement. L'apprenti remarque qu'il a le même regard de vengeance dans les yeux. Le directeur déclare qu'Adonis est trop dangereux donc il doit mourir. Il se prépare à porter le coup fatal quand on passe à l'agence de la science nationale qui tente désespérément de rétablir une image visuelle. Ils parviennent à capter un signal et voient Yamato blessé. Il transmet un message à ses collègues à la surface, annonçant qu'ils ont remporté la victoire. Sirta a l'air surpris quand il leur ordonne d'avertir le roi immédiatement que toutes les sorcières sur la Lune ont été anéanties. Les gens sur Terre acclament la nouvelle. Mais sur la Lune la tête de Yamato semble tenue par quelqu'un. Mais pour mieux comprendre, revenons un instant en arrière où le capitaine Yamato a failli trancher la tête de Adonis. Mais grâce à un cri d'arrêt de Doroka, cela n'a pas pu se produire car il avait été pétrifié par un puissant sortilège que Adonis reconnut comme étant très fort puisque c'était un sortilège de Mandragore dont la base était l'amour. Il était donc destiné à être utilisé pour la paix. C'est pourquoi, avant d'être encerclé par les militaires, Doroka appliqua rapidement son sortilège sur eux, les rendant pratiquement inutilisables. Elle put alors s'approcher de Yamato, qu'elle savait être leur leader mais dont elle ne connaissait pas le nom. Elle le lui demanda donc, et de façon presque involontaire, la bouche du capitaine lui donna son nom bien que Yamato ne sut pas pourquoi il l'avait dit. Il assura cependant qu'il ne l'avait pas vraiment fait et qu'il devrait donc faire attention car il avait affaire à un puissant sortilège. Bien que les autres sorcières regardent seulement de loin, certaines se lamentaient de leur fin prochaine tandis que d'autres ressentaient un faible espoir que peut-être, elles ne seraient pas éliminées ce jour-là. Mais Yamato perdit rapidement son sang-froid, ordonnant qu'on le laisse bouger, ce qui déplut à Doroka. Elle activa donc rapidement sa mandragore pour finalement le laisser complètement immobile. Ce qu'elle voulait, c'était utiliser Adonis à son avantage car s'il ne pouvait pas bouger, il serait très facile de s'en débarrasser. Pourtant, Doroka avait d'autres plans, lui demandant de se rendre puisque cela n'avait aucun sens de continuer ainsi. De tels mots mirent aussi bien Yamato que Adonis en colère. Mais malgré tout, Doroka n'avait pas perdu espoir car elle voulait passer un accord avec lui dans lequel on n'attaquerait ni les autres sorcières ni Adonis et où elle ne leur ferait aucun mal. Elle proposait en outre de libérer tous ces hommes. Mais cette faiblesse de Doroka mit le cœur du héros dans une colère noire car il se rappela rapidement que c'étaient eux les responsables qui ont éliminé Anna, sans compter qu'il venait juste d'éliminer toutes ses camarades. Il devrait donc leur rendre la pareille immédiatement. Mais en se laissant distraire si longtemps, Yamato avait réussi à se libérer de son sortilège et il se mit rapidement à la frapper tout en lui criant à quel point il serait ridicule qu'il s'allie à la racaille des sorcières. Maintenant, elle va donc sentir toute sa colère. Et bien que son capitaine eût annulé le sortilège sur les autres soldats, il suffisait amplement pour montrer à quel point les humains étaient déterminés à éliminer chacune des sorcières. Sans compter que Yamato avait sa sœur dans une situation plus que critique à cause de l'attaque de Adonis. Il n'avait donc pas de temps à perdre avec des sorcières assassines. Pourtant, Doroka affirme qu'eux aussi le sont, ce qui arrête net le point de Yamato car Doroka affirmait qu'il est vrai que beaucoup de sang avait été versé par ses sœurs mais que les humains n'étaient en rien innocents. Même après avoir éliminé la majorité des sorcières et avoir acquis beaucoup de technologies avancées, ils étaient presque au bord de l'extinction. Pourtant, même à ce moment-là, ils avaient décidé de venir massacrer des sorcières. Cela dit, Doroka montra à nouveau sa bienveillance en lui demandant d'arrêter de se battre dans un combat sans sens. Mais ces paroles commencèrent à affecter Yamato qui, malgré une puissante haine et l'envie d'accepter son accord puisque c'était littéralement le mieux pour tous, ne pouvait oublier qu'il était humain et plus important encore, un soldat du grand empire de Rydia auquel il avait juré fidélité. Il ne devait donc pas dévier de son devoir. Mais sans le savoir, un souvenir de lui dans sa jeunesse survint, où il courait droit vers sa mère qui l'étreindrait avec une chaleur réconfortante. Mais ce n'était que le sortilège de Doroka qui avait finalement fait accepter à Yamato de mettre fin à la bataille contre son peuple. Pourtant, une épée le transperça rapidement dans le dos avant de lui trancher la tête. L'auteur n'était autre que Adonis qui ne pouvait permettre une telle absurdité. Après tout, il lui avait tout pris, ne lui laissant plus que la vengeance. Mais il félicita aussi Doroka car il reconnut que son sortilège d'amour était très puissant. Celle-ci voulait cependant une explication puisqu'elle avait réussi à faire accepter ses conditions au capitaine mais Adonis ne s'en souciait pas.
Il lui offrit plutôt de s'unir à lui pour qu'ensemble, ils utilisent leur pouvoir et éliminent l'humanité qui leur avait fait tant de mal. Mais dans un changement de scène, nous voyons la capitale de Rydia, où, au palais royal, l'empereur Goété parlait sérieusement avec un messager car il n'avait pas de nouvelles de son invasion des sorcières qu'il ne permettrait en aucun cas de laisser vivre. Mais le messager, pour calmer la situation, affirmait que son capitaine ainsi que ses meilleurs soldats avaient été envoyés au combat. Il n'avait donc rien à craindre. Pourtant, Goété voulait plus d'informations. Bien que son messager lui demande patience car ils avaient temporairement perdu la connexion avec toutes les troupes spéciales. Et pour empirer les choses, l'épouse de l'empereur demanda si le jeune sorcier qui les avait attaqués se trouvait actuellement à se battre contre eux. En apprenant que c'était vrai, l'empereur commença rapidement à devenir fou, demandant même qu'il brûle la lune s'il le faut mais qu'il ne laisserait aucune sorcière en vie. Après tout, il est responsable de leur évolution, le créateur du nouveau monde et il ne laissera personne le lui enlever, encore moins avec une épouse aussi incroyable que la sienne. Continuant à dire des absurdités qui furent applaudies par ses sujets, le messager de l'armée, qui n'était pas un idiot, reconnaissait que son empereur était à la fin et était devenu complètement fou. Cela se confirma en voyant sa majesté avoir une attitude très étrange envers son épouse, se comportant pratiquement comme un bébé. Il comprit donc rapidement que cette femme était une sorcière qui utilisait un très puissant sortilège d'amour. Mais Goété était dans un excellent endroit et moment pour la sorcière qui lui ordonna de mettre fin à ses jours car c'était une bonne nuit pour le faire. Et à cause du puissant sortilège, Goété alla directement le faire, chantant une chanson dans la nuit. Alors que le messager demandait ce qui se passait, Goété assura que rien n'allait de travers pendant qu'il allait droit à sa perte. Grimpant sur les rebords du royaume d'où il prévoyait de sauter, il en profita que son messager le verrait et que tout resterait sans suite. Goété ordonna d'ailleurs à ce dernier de ne pas s'approcher car il en avait assez fait pour eux, en exterminant les sorcières, leur apportant la technologie et créant pratiquement un grand avenir pour tous. Il devrait donc lui être reconnaissant pour toujours. Mais sa reine lui ordonna rapidement de se taire car il ne cessait de parler et il était temps qu'il meure. Elle lui réordonna donc de sauter, ce qu'il fit avec bonheur à cause du puissant sortilège, s'empalant sur une grande pointe du château. Cela montra clairement au messager qu'il avait affaire à une sorcière. Il voulut rapidement appeler la sécurité car une sorcière avait envahi le château. Mais elle l'avait ensorcelé avant qu'il ne puisse le faire, si bien qu'il était désormais son esclave. Elle ordonna au messager de faire son travail et d'informer de ce qui s'était passé. Il contacta donc rapidement ses supérieurs pour les prévenir que leur empereur avait décidé de sauter du haut de la falaise. C'était donc le parfait alibi où personne ne la soupçonnerait. Pourtant, la sorcière demanda l'opinion du directeur du renseignement, Shirozagi, qui félicita simplement la sorcière en affirmant que la marionnette avait bien joué son rôle. Il n'y avait donc pas de mal à l'avoir éliminée. Pourtant, la sorcière regretta que l'empereur ait été un homme car son sortilège d'amour ne fonctionne pas sur les femmes, qui sont plus un danger pour elle. Elle envisage donc d'éliminer les femmes, ce qui ne sembla pas fou à Shirozagi qui affirma simplement à sa maîtresse que le monde était à elle. Mais celle-ci dit ne pas le vouloir et que ce qu'elle désirait vraiment, c'était mieux. Elle n'était d'ailleurs pas très heureuse car le messager ne lui convenait pas et elle aurait préféré quelqu'un de plus haut placé. Elle menaça donc Shirozagi de les éliminer et de ramener à nouveau quelqu'un d'aussi inutile pendant que le pauvre messager se faisait sauter la cervelle sur ordre de la reine. Mais Shirozagi affirma que peut-être l'homme dans la lune serait à la hauteur d'une grande reine comme elle, bien qu'il affirmait qu'elle n'était pas reine à présent et pouvait l'appeler par son véritable nom, Dorothea, qui est une sorcière voyageant à travers les univers. Elle voulait retrouver une personne et ferait tout pour y arriver. Mais revenons à Adonis qui continuait avec son offre, que Doroka refusa catégoriquement. Pourtant, le jeune homme assura qu'elle finirait par l'accepter. Il partit donc immédiatement éliminer le reste des humains qui étaient toujours sous le sortilège de Doroka. Grâce à cela, Adonis put les tuer de la façon la plus cruelle possible car ils devaient souffrir autant que lui. Il utilisa donc sa baguette pour les découper comme rien. Et bien que Doroka s'en lamentait et voulait qu'il s'arrête, Adonis ne semblait pas vouloir le faire. Doroka, bien que cela lui fît mal, devait donc faire quelque chose même si Adonis la mettait au défi de l'oser et de le défier, sans compter qu'il n'aimerait pas la revoir mourir. La jeune sorcière devrait donc regarder le massacre continuer, y étant pratiquement obligée. Mais elle tenta de l'arrêter, affirmant que ce qu'il faisait ne servait à rien. Après tout, le passé est le passé et bien que par le passé, beaucoup de vies aient été perdues autant du côté des sorcières que des humains, ce qu'il faisait ne changerait rien. Mais lorsque Doroka eut fini de parler, Adonis avait déjà éliminé tous les humains car il voulait la tête de son ennemi pour réparer à la fois sa coupure de katana et pour utiliser ses cordes vocales. Il voulait envoyer un message, réussissant à contacter le commandement central qui était sur le point de se faire berner. Après une coupure d'énergie, ils récupérèrent le signal des soldats pour entendre de fausses paroles de soutien disant d'informer Sa Majesté qu'il ne restait aucune sorcière en vie mais que bien sûr, un tel exploit avait fait de nombreuses victimes et que lui seul avait survécu. Il ajouta qu'il ne fallait pas l'attendre car il reviendrait de son propre chef après avoir fini de chercher plus d'informations. Mais même les sorcières de la zone semblaient effrayées par Adonis qui utilisait la peau de Yamato. Depuis la Terre,
La directrice scientifique réalisa que Yamato était mort puisqu'elle le connaissait le mieux. À la fin du message, nous voyons que Adonis avait utilisé la peau de son ennemi pour dire de tels mensonges. Et bien que toutes les sorcières aient été éliminées, Ophélia avait encore un souffle de vie où elle dit que Adonis avait été très intelligent car c'est ce qu'il avait voulu depuis le début, feindre sa mort face aux soldats pour que les sorcières se sentent obligées de le sauver et puissent ensuite amener les humains, éliminant à la fois les soldats et les sorcières. Pendant ce temps, il tentait d'emmener Doroka de force avec lui, ce qu'elle refusait clairement. Mais Adonis s'assure que sa magie était très bonne pour éliminer les humains, ce qui lui valut une gifle de la part de la jeune fille qui ne pouvait croire qu'il existe quelqu'un d'aussi cruel. Elle assura que si Chloé le voyait à cet instant, elle serait très déçue. Mais à la surprise des deux, une forte lumière jaillit du ciel. C'était de la magie de téléportation mais Ophélia semblait calme, assurant que bientôt il paierait pour ses crimes. Dans ses derniers mots, elle s'excusait auprès de ses filles car elle n'avait pas pu leur donner la liberté qu'elles méritaient. Et bien qu'ils soient en train d'être transportés, Adonis se retourna une dernière fois pour présenter ses excuses aux sorcières, autant pour avoir brûlé leur arbre que pour les avoir éliminées. Mais au centre de contrôle, nous avons vu qu'ils essayaient de ramener leur capitaine mais la directrice savait que c'était une grosse erreur car en fait, ils amenaient l'apprentie sorcière déguisée en Yamato. Elle avait rapidement réussi à réunir un grand nombre de soldats qui se préparaient à leur devoir consistant à venger tous les morts de la bataille et leur capitaine. Mais avant d'être transportés, l'ordre fut donné de tirer sans pitié sur tout ce qu'ils verraient, déclenchant ainsi une pluie de tirs qui anéantirait tout sur leur passage. Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Voici la 7e partie de ce résumé de The Kingdom of Ruin. Après avoir tiré des multitudes de balles, les soldats se rendent compte qu'il n'y a personne dans leur ligne de mire. Et c'est à ce moment que la directrice scientifique est mise au courant sur les ordres supplémentaires qui sont émis vers le système de transfert, changeant les coordonnées. Maintenant, ils ne peuvent plus le traquer et leur terminal des opérations refuse de fonctionner. À ce moment, la directrice scientifique s'effondre au sol, tout en crachant du sang dans son masque à cause de son exposition précédente aux photons. Pendant qu'elle gît au sol, elle déclare que le disciple de la sorcière est très futé et ce n'est pas rien de le dire. La scène change et on peut voir un étendue de terrain et un ciel bien étoilé. Nous voyons également au loin Adonis qui se tient debout et Doroka qui se dirige vers lui. Après l'avoir rejoint, Adonis l'informe qu'ils sont maintenant sur Terre et on peut voir que Doroka a du mal à le croire. Il ajoute que là où ils sont, l'armée de Rydia ne pourra pas les retrouver. Il l'informe qu'ils vont commencer leur invasion de Rydia. Nous revenons cependant un peu plus en arrière pour voir ce qu'Adonis a fait pour changer les coordonnées. Adonis commence à utiliser le téléphone de Yamato, mais à ce moment son ami lui crie de patienter car il reste encore des sorcières en vie mais il s'en fout. Adonis, utilisant le téléphone, fait un ajout de commande qui modifie leur destination de départ. Il utilise la voix de Yamato pour faire passer cette commande. Pour leur nouvelle destination, Adonis entre les nouvelles coordonnées et le téléphone valide la commande pensant que c'était Yamato. Et c'est ainsi qu'ils ont pu échapper aux mailles de Rydia. En revenant à notre histoire, Adonis dit à Doroka qu'ils attaqueront tout ce qui se trouve sur le chemin vers Rydia, au nord. Ils vont rassembler toutes les informations, vivres et équipements pour décoller de là-bas. Cependant, la fille lui dit qu'elle est très triste et veut retourner auprès des siens, alors Adonis se tourne vers elle et lui dit qu'elle est une idiote. Il dit que toutes les sorcières de la lune ont été tuées mais Doroka dit que c'est faux, et lui demande de la renvoyer là-bas. Il la traite d'égoïste et elle rétorque que lui, il n'est obsédé que par la vengeance. Adonis fait appel au souvenir et montre à Doroka le moment où elle tentait de négocier avec Yamato. Adonis lui dit qu'elle est différente des autres sorcières car elle voulait réconcilier les humains et les sorcières, contrairement aux autres sorcières. En réponse, elle dit qu'elle a toujours voulu rencontrer Adonis. Elle se demandait à quoi ressemblait le disciple choisi par Chloé et quel type de personne il était. Elle se disait qu'Adonis pourrait apaiser les tensions entre humains et sorcières, étant donné qu'il est le disciple d'une sorcière. Elle pensait qu'elle était leur espoir mais Adonis lui dit qu'il ne sait rien de lui. Elle dit que de la même manière qu'Adonis et les humains, eux aussi ne sont pas prêts de le pardonner. Ce qui veut dire que le cercle vicieux de la haine ne disparaîtra. Adonis dit que tout ce qu'elle dit, lui passe au-dessus. Il continue disant que pour lui, la vie de Chloé est plus précieuse que toutes les autres. C'est pour cela que le monde qu'il a privé d'elle doit périr. Doroka se lève et le réprimande en demandant s'il est satisfait de ce qui s'est passé. Elle l'accuse d'avoir détruit toutes les sorcières et provoqué un massacre tuant des innocents. Mais Adonis dit que c'est à cause de ce massacre qu'ils ont pu revenir sur Terre. Il lui dit qu'il n'a aucun regret car les sorcières ont fait une bonne diversion. À ce moment, la fille pleure à cause de ses paroles blessantes puis elle se met en colère et le prévient de ne plus jamais sous-estimer leur vie. Adonis lui attrape par le cou. Ne se souciant de rien, lui demandant lequel d'entre eux a sous-estimé la vie de l'autre. Il lui dit qu'elle est celle qui n'a aucun respect pour la vie de ses amis car elle veut faire ami-ami avec les humains malgré leur barbarie contre leur peuple. Mais elle lui dit que la vengeance ne guérira pas ses blessures. Adonis s'en fout car il n'a plus rien à perdre. Alors qu'il part, Doroka se jette sur lui,
en larmes disant qu'il est en vie grâce à Doroka. Elle lui dit de ne pas laisser la cruauté, la futilité et la dureté du monde l'atteindre. Elle ne lui demande pas de pardonner aux humains, mais à force de persister à se venger, il deviendra comme ceux qui lui ont privé de Chloé. Adonis répond qu'elle ne comprend rien à rien. Il continue disant que la vengeance est la preuve de son existence maintenant et la claire évidence que Chloé a vécu avec lui jusqu'au bout, car il sent que toute trace de l'existence de Chloé disparaîtront s'il arrête de chercher vengeance. Pendant ce temps, Doroka ne fait que pleurer et quand elle s'arrête et voit Adonis qui se vide de son sang. Pendant ce temps, un groupe d'hommes à moto se demande qui sont les deux personnes assises au milieu du désert. Ils supposent que ce sont des fugitifs ou juste deux amoureux qui ont fui leur famille. Le chef du gang, Ponch, rit bêtement. La scène passe à Adonis se réveillant dans cet étrange endroit, totalement inconscient et ne sachant pas où il est ni ce qui s'est passé. Cependant, il se rappelle qu'ils étaient dans le désert et que ces types à moto sont venus et les ont emmenés pour l'aider pendant qu'il était couvert de sang. Puis on voit le chef de gang lui parler disant qu'il a un regard de tueur. Ponch prend place et propose une bouteille d'alcool à Adonis. Quand Adonis le regarde, il réalise que la personne est un pollué et il lui dit qu'il ne veut pas boire cet alcool, disant que c'est de la pisse. Ponch, le chef de gang, rit d'Adonis disant qu'il est marrant pour avoir traité son alcool de pisse. Puis il se présente comme le chef de cet endroit. En voyant la gueule du chef, il sait en même temps qu'ils ne sont pas aux ordres de Rydia. Adonis s'enquiert de la fille, celle aux cheveux roses. Et Ponch lui demande si c'est sa gonzesse. Ponch lui dit qu'elle est une fille très gentille qui s'est occupée de lui un moment mais que ses gars l'ont emmenée. Soudain, Adonis change de visage, prenant un air menaçant, c'est alors que Ponch dit à Adonis de venir avec lui. Une fois dehors, Ponch présente l'endroit comme le plateau désolé, un paysage modelé par la révolution industrielle. Ponch dit que l'endroit renferme des étrangers, des réfugiés et des esclaves échappés de Rydia. Laissés pour compte de la technologie, ils se sont retrouvés et sont devenus des pollués. En voyant la canette dans sa main, Adonis dit que c'est une vie de misère. Soudain, il entend des cris de Doroka et il change encore de visage. Il voit des gens rassemblés autour de Doroka, qui s'est irrité qu'elle n'en peut plus. Ce qui fait rire les gars affichant un sourire de pervers. Adonis demande ce qui se passe et Ponch lui dit que comme les filles sont rares dans le coin, ces gars se rincent l'œil. Il craint pour elle et court vers Doroka. Cependant, il est surpris de la trouver en train d'essayer de conduire une moto. Elle crie parce qu'elle ne sait pas comment arrêter la moto. C'est alors que l'un des gars lui demande de lever les fesses et de s'asseoir sur les genoux. Adonis lui demande ce qu'elle fait, ce qui la distrait et elle tombe de la moto. Elle se lève et lui offre des cadeaux pour n'excuser de ne pas avoir remarqué sa blessure mais Adonis les jette. C'est alors que Ponch annonce une gueuleton qui aura pour le soir, ce qui réjouit les gars. Plus tard dans la nuit, on peut voir les pollués se faire la fête et Doroka qui leur sert à boire. Un vieux s'adresse à Doroka en complimentant son charisme et sa beauté. Soudain, le vieux se transforme en tireur d'élite qui reluque Doroka avec ses lunettes de tir. Alors que le vieux fonce pour peloter la poitrine de Doroka, elle l'esquive. Pendant ce temps, Adonis est assis tranquille dans son coin observant. C'est alors que leurs regards se croisent et Doroka peut bien voir qu'il est en colère. Certains pollués pensaient qu'ils étaient en couple mais Doroka dit que ce n'est pas le cas. Ils demandent alors ce qu'ils font ensemble et Doroka dit qu'ils ont décidé de faire le tour du monde. Elle rajoute que le désert est magnifique ce qui fait éclater les pollués de rire. Les pollués affirment alors que Doroka est très drôle. Soudain, tous les motards tombent dans les vapes, ce qui surprend Doroka qui demande ce qui leur arrive. Adonis s'approche d'elle disant que c'est en négligeant ce qu'on ingère, qu'on devient pollué. Elle demande alors à Adonis s'il les a empoisonnés. Adonis nie les avoir empoisonnés mais admet avoir utilisé un sort magique pour modifier la composition de l'alcool pour en faire un somnifère. Il lui demande si elle n'a pas remarqué le sortilège et elle dit non. Doroka fait remarquer à Adonis qu'elle est un peu sotte et se réjouit qu'aucun des polluants ne soit mort. Soudain, Adonis sort un flingue et Doroka fait barrage en lui disant de ne pas faire de bêtises. Elle exprime son admiration pour les gens qui les ont aidés dans le désert et les ont soignés puis Adonis lui dit et alors ? Puis elle lui dit qu'ils leur doivent la vie. Adonis la met en garde sur les conséquences de la miséricorde mais elle lui demande ce qu'il prévoit de faire. Adonis fonce sur elle et la rassure qu'il ne les tuera pas car ils sont parias et ne méritent pas de mourir. Il la regarde et dit que comme il s'y attendait, elle est une fille faible et qu'il n'a plus besoin d'elle puis il part. Elle l'appelle en lui demandant pourquoi il la quitte. Il répond que s'il était à la place de Doroka, il ne pourrait pas rire avec légèreté et encore moins s'amuser avec des gens comme ces pollués. Il se tourne vers elle disant qu'ils sont fondamentalement différents alors ils ne pourront pas s'entendre. Doroka insiste qu'il doit prétendre et interagir avec les humains pour ne pas révéler son identité de sorcière. Et si elle rit, c'est pour sauver les apparences. Elle dit qu'elle rit et pour autant, elle n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais Adonis lui dit qu'ils sont incompatibles et lui dit de ne pas devenir comme lui puis il part. Le lendemain, elle continue de pleurer seule jusqu'à ce que de petits dinosaures viennent la réconforter. Ensuite, le géant Ponch vient la voir et demande si Adonis l'a abandonnée. Elle précise qu'il n'a jamais été son amant et Ponch est déçu en disant qu'il est clair qu'il est déçu car même avant de quitter, il ne l'a pas remercié pour ce qu'elle a fait pour lui. Et il se demande comment quiconque pourrait abandonner une fille seule dans un endroit comme celui-ci.
Il lui dit même qu'il vaut mieux qu'elle l'ait quitté car il ne le mérite pas du tout. Elle n'est pas d'accord, disant qu'Adonis est une personne très gentille. Plus tard, on voit Adonis marchant seul dans le désert, contemplant les paroles de Doroka sur la vengeance et le meurtre qui ne changent jamais rien, ainsi que du moment où Doroka l'avait sauvé. Durant son voyage, il sent quelqu'un le suivre et reconnaît les motards du désert. Il se demande si les effets de la drogue étaient trop faibles et déclare qu'il n'épargnera personne qui l'approche. Il se prépare à lancer un puissant sortilège pour les tuer. De retour avec Ponch et Doroka, Ponch dit à Doroka qu'Adonis est le disciple de la sorcière, ce qui surprend Doroka, qui lui dit qu'il fait erreur. Ponch continue en disant qu'il l'a déjà croisé et dit qu'il n'oubliera jamais ce jour. Alors qu'il était sur le point de clamser, là, il a vu de la neige scintillante et la sorcière de glace. Il dit que si quelqu'un est prêt à se mettre le monde à dos par amour, c'est qu'il a connu le vrai bonheur. Il dit à Doroka qu'il a peut-être raison, en lui demandant si la vengeance est vraiment une bonne chose. Il dit aussi que tout est relatif, que l'on préfère jouer les aveugles. Ponch dit qu'Adonis a choisi la vengeance même s'il doit mourir et demande à Doroka ce qu'elle compte faire. Doroka exprime ses ressentis, déclarant qu'elle ne veut la mort de personne, alors elle veut sauver Adonis. Ponch lui demande alors pourquoi Doroka perd son temps. Elle décide de se joindre à Adonis dans son aventure et fonce sur lui avec la moto, ce qui surprend Adonis, qui l'esquive de justesse. Adonis se lève et lui demande ce qui ne va pas dans sa tête. Elle dit qu'elle fera de son mieux pour ne pas être un boulet pour lui et dit qu'elle va l'accompagner. Elle dit que tout compte fait, Adonis aura besoin de lui car seul le voyage sera dangereux. Adonis se demande pourquoi elle continue sa course. Malgré tout, sa présence a l'air de réjouir Adonis, qui la trouve saoulante. Puis elle demande comment arrêter la moto et Adonis lui dit d'utiliser les freins et le levier. Pendant ce temps, Ponch les observe au loin assis sur des tas de ferraille. Ailleurs, nous voyons que des tonnes de gens se sont rassemblés pour le nouveau couronnement impérial. Oz veille sur la ville et il est content de voir à quel point c'est paisible. Dans le stade, le 23e empereur de l'Empire Rydia est loué pour tous ses succès. Outre une moustache impeccable, il a aussi été responsable des progrès rapides de la civilisation humaine. Ces gars ont des trains futuristes et des téléphones portables grâce à lui, si bien qu'ils n'ont plus besoin du pouvoir des sorcières. Leur puissance scientifique et militaire assure la dignité de l'humanité. L'empereur Goethe était très intelligent mais malheureusement pas assez intelligent pour éviter la mort. La nation a été agitée sans son leader intrépide, mais cela se termine maintenant alors qu'il se prépare à accueillir le nouveau monarque de la nation. Un compte à rebours commence et tout le monde attend avec impatience de voir leur nouveau leader. Le compte à rebours se termine et tout le monde acclame Sa Majesté la Reine Dorothea. Toute la scène est assez étrange alors que tout le monde lui crie dessus et qu'elle fait de son mieux pour imiter une star de la K-pop. Sa performance est diffusée partout et nous voyons que Dorothea utilise son sort d'amour et sur tous les fans de K-pop qui la regardent. Dorothea devient très populaire sur tous les forums d'internet et les mecs ont des problèmes avec leurs petites amies. Au milieu de la performance, Dorothea dit à tous ses nouveaux fans adorateurs qu'elle les aime tous. Ailleurs, nous voyons que la diffusion a même atteint les régions les plus éloignées. Un type la regarde sur son téléphone couvert avec une pochette en forme de dragon et il souligne l'ironie de la situation. Dorothea est une sorcière et maintenant la monarque de l'humanité. Elle a exterminé les siens en utilisant la science que les humains ont développée tout en gouvernant le monde en tant que reine. Pendant ce temps, nous voyons que des gens se font trancher la tête et Theta ne semble pas content de ce qui se passe. Le gars au téléphone de dragon se demande ce que le monde est en train de devenir et réalise seulement maintenant que la sorcière connue sous le nom de Dorothea est encore plus folle que prévu. Nous voyons ensuite pourquoi Theta était si bouleversée, alors que sa tête est ajoutée à un tas de têtes. À proximité, Dorothea termine sa performance de K-pop et des particules émergent de la foule. Ces particules convergent vers sa tête pour former sa couronne et le stade explose en applaudissements pour leur nouveau leader. Pendant ce temps, dans les terres désolées, Shirozagi est très heureux pour Dorothea. Cependant, son nez se met à saigner car il est contrarié que ce soit un peu comme quand une amie d'enfance devient très populaire à l'école. Shirozagi a une mission à accomplir mais il souligne à quel point Adonis est intelligent. Il a cassé l'appareil qu'il avait pris à Yamato, si bien que Shirozagi ne peut pas l'utiliser pour le tracer. Shirozagi décide qu'il devra trouver le garçon de la manière difficile et fait apparaître un tas de mains robotiques utiles. Nous voyons qu'Adonis est avec Doroka et entendons que Shirozagi l'appelle étrangement, le garçon aimé de la déesse. Adonis se demande ce que Doroka prévoit de faire puisqu'elle refuse d'arrêter de chercher vengeance. Doroka ne peut pas s'empêcher d'essayer de changer le cœur rempli de rage de notre garçon et fait une suggestion. Elle souligne qu'il y a de gentils humains comme Monsieur Ponch et son équipage, donc elle aimerait qu'Adonis envisage de ne pas se battre contre des gens comme eux. Rien ne peut changer le cœur froid d'Adonis cependant, et il refuse. Il a permis à Doroka de l'accompagner mais il lui fait très clairement comprendre qu'elle ne peut pas se mettre en travers de son chemin. Doroka reçoit le message haut et fort, donc elle reste silencieuse. Adonis veut qu'elle confirme que son sortilège d'amour peut faire tomber les hommes amoureux d'elle pour qu'elle puisse les contrôler. Elle confirme, alors Adonis se demande pourquoi elle ne l'a pas utilisé sur lui le premier jour où ils se sont rencontrés à Rydia. Elle aurait pu l'utiliser si facilement sur lui.
Il suppose qu'Ophélia lui avait ordonné de le capturer par tous les moyens nécessaires et que l'utilisation de son sortilège aurait été le plus efficace. Mais elle n'a utilisé aucun sortilège et a essayé de le convaincre à la place. La réponse de Doroka est simple, Adonis n'aurait pas aimé que leur première rencontre se passe comme ça. Notre garçon conduit dramatiquement sa moto hors d'une falaise mais ils ne subissent miraculeusement aucun dommage et il pense à quel point elle a raison, leur première rencontre aurait vraiment été nulle. L'eau de la flaque se transforme mystérieusement en petite créature féerique et Doroka tend la main pour toucher les petits monstres. Ils arrivent dans un endroit qui a l'air abandonné, appelé Sandland. L'endroit est en ruine donc Doroka suppose qu'il n'y a personne. Adonis dit à Doroka de rester là pendant qu'il va regarder aux alentours mais elle ne veut pas être laissée seule. Adonis remarque seulement maintenant qu'elle a un sac blanc et elle explique que Monsieur Ponche lui a donné quelques affaires essentielles typiques à emporter pour du camping, y compris une tente de bonhomme de neige. Doroka pense que c'est plutôt sympa mais notre garçon a des choses à faire. L'endroit a vraiment l'air abandonné et Doroka se demande s'il y a des fantômes. Adonis détermine qu'il n'y a aucun signe de combat même s'il y a des vitres cassées partout et il se demande pourquoi il n'y a personne. Le poste de police est aussi le plus gros bâtiment de la ville, donc Adonis espère qu'ils pourront y trouver des informations. Doroka panique au premier signe d'une souris mais Adonis n'est pas amusé. Elle s'excuse mais se rend instantanément ridicule en continuant à paniquer en tombant à travers le plancher. C'est la cerise sur le gâteau et elle s'excuse encore. Adonis la prévient qu'il la laissera derrière si elle continue à faire trop de bruit et ils parviennent finalement à monter au niveau supérieur vivant. À ce moment, une sorte d'hologramme leur demande s'ils ont besoin d'aide mais Doroka, bien sûr, panique encore car elle pense que c'est un fantôme. Adonis souligne que c'est un hologramme mais Doroka dit qu'elle n'a jamais entendu parler de cette personne appelée Monsieur Hologramme. Adonis doit expliquer à cette fille désemparée qu'il s'agit juste d'une image tridimensionnelle et ils avancent. Elle s'excuse auprès de l'hologramme sans raison mais doit se dépêcher car Adonis est déjà en train de la laisser derrière. Il continue à explorer mais ne trouve vraiment rien d'intéressant. Ils finissent par trouver des cellules de prison et Adonis souligne qu'ils ont tous deux de mauvais souvenirs avec les prisons. Adonis s'arrête net car il entend quelque chose et dit à la patate aux cheveux roses de se taire. Un gars semble chanter et jouer de la guitare. C'est une chanson d'amour terriblement triste et Adonis découvre qu'il y a un homme dans l'une des cellules. Doroka essaie d'attirer son attention mais c'est inutile. Adonis semble assez déçu par son effort, donc la patate réessaie mais cette fois en ajoutant un peu de basse dans sa voix. Le prisonnier rockstar sursaute, choqué de voir que des inconnus sont venus le voir. Il ne devrait y avoir plus personne dans la ville mais Doroka explique qu'ils sont simplement des voyageurs de passage. Le pauvre gars a failli avoir une crise cardiaque donc Doroka doit s'excuser pour la énième fois durant cet épisode. Le gars se demande ce qu'ils font là, n'arrivant pas à croire qu'ils visitent simplement des ruines abandonnées. Adonis souligne qu'il est encore plus étrange que ce gars soit ici tout seul mais comme un SDF shooté à l'héroïne, dit qu'il n'a pas le choix car il est prisonnier. C'est une raison assez valable mais nous pouvons voir qu'il semble y avoir une autre personne dans la cellule avec lui. Doroka se demande pourquoi et Adonis s'en va simplement mais il explique qu'ils n'ont rien à faire là et que cet endroit le dégoûte. Le SDF soldé est amusé par la déclaration d'Adonis car c'est ce que tout le monde a dit quand ils ont quitté la ville. Tout a commencé après l'expansion de l'équipement. Il dit que les humains ne pouvaient pas vivre de vies aussi démodées maintenant que les sorcières avaient été anéanties. Tout le monde a fait ses valises avec tous ses grands fantasmes et est parti aussi loin que possible de cet endroit. Il souligne que dans cette ère, les gens suivent juste celui qui élève la voix en premier. Adonis ne semble pas vraiment écouter et se demande juste s'il y a une métropole à proximité. Une ville appelée Mamuta est à 70 km. Donc Doroka s'excuse encore une fois et ils partent. Doroka s'inquiète que le gars va mourir de faim donc elle pense qu'il devrait le libérer de prison. Adonis dit que ce ne sont pas leurs affaires mais Doroka semble avoir oublié qu'elle n'est pas censée se mettre en travers du chemin de notre garçon. Elle veut au moins donner un peu de leur nourriture aux prisonniers mais Adonis demande si la cellule était même verrouillée. Adonis a compris la vérité mais il ne la dit pas à Doroka. Il dit juste que le couple marié dans la cellule n'a pas besoin de nourriture, ce dont ils ont besoin, c'est la paix et le calme. Doroka n'avait aucune idée qu'il y avait une autre personne dans la cellule et nous voyons que la femme de l'homme est déjà décédée. Ce pauvre gars a clairement perdu la tête alors qu'il rassure sa femme que les étrangers sont partis et il se met à sangloter. Tristement, il dit à l'amour de sa vie que toutes les personnes qui l'ont accusé d'être une sorcière et qui l'ont enfermé dans cette cellule sont parties. Il prend son aimé dans ses bras et lui dit que dorénavant, ils seront ensemble pour toujours. Il s'excuse de n'avoir pas pu la protéger et nous voyons que Doroka semble avoir finalement compris. Adonis détermine que cette ville n'a besoin de place que pour les deux prisonniers, donc il est temps pour eux de commencer à se diriger vers Mamuta.